Libérons-nous de la douleur. Un podcast du docteur Marc Lévesque. Nous avons aujourd'hui le plaisir et l'honneur d'accueillir le professeur Philippe Rigouard, qui est chef du service de neurochirurgie, de neuromodulation et de chirurgie du handicap au CHU de Poitiers, qui est connu en France mais également au niveau international pour ses travaux en neuromodulation et notamment dans la stimulation médulaire, ce pourquoi nous l'avons invité aujourd'hui pour nous parler effectivement de la stimulation de la moelle épinière. Alors Philippe Rigouard est l'auteur de très nombreuses publications scientifiques sur cette thématique. Il est également à la tête du laboratoire prismatique à Poitiers. Alors un grand merci d'avoir accepté cet échange. Merci Première beaucoup, question, la neuromodulation, la stimulation médulaire, bon, on en parle de plus en plus. Sur quoi repose-t-elle? Est-ce qu'on peut un petit mot de son historique? Marc, merci beaucoup de ton invitation. La stimulation médulaire, c'est en fait, il faut le voir comme un dispositif électronique qui va être implanté dans le corps des gens de façon définitive quand ils auront eu une période test dite positive et qui seront contents d'une électrode test qu'on leur a mise en place dans le cadre de douleurs chroniques qui sont réfractaires à toutes les thérapeutiques médicamenteuses ou non médicamenteuses qu'on aura pu essayer avant pour les soulager, pour tenter de les soulager. Et c'est donc un dispositif électronique qui va tenter de dialoguer par l'intermédiaire de la moelle épinière, en regard de laquelle il est positionné, donc au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du rachis, pas dans la moelle épinière, autour. Et son but, c'est de tenter de brouiller finalement le signal de la douleur qui bombarde en permanence le cerveau de ces gens qui sont en grande difficulté, et de faire en sorte de diminuer l'intensité et l'ampleur de la perception douloureuse qui pourrit littéralement la vie du patient qui en arrive à ce stade. Alors, quelques mots un petit peu du mécanisme. On a parlé dans les années 60 là, de la théorie du portillon. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes qui permettent de bloquer la douleur? Alors c'est vrai, Marc, tu évoquais avec nous l'historique, il est important. Les premières stimulations médulaires, elles ont été implantées il y a plus de 50 ans maintenant, c'était en 1967. On se basait sur la théorie du gate control qui avait été mise au point exactement à cette période-là par Wall et Melzack, 1965, un article dans Science. Et le but de cette théorie, c'est de rendre compréhensible quelque chose qui ne l'est pas, enfin qui est difficile en tout cas d'accès, c'est de dire qu'en fait, la stimulation médulaire va venir stimuler un petit interneurone qui est une composante de la moelle épinière et dont le rôle est d'inhiber la transmission du message douloureux. Donc la stimulation médulaire va venir renforcer l'inhibition qui permet effectivement de limiter la transmission du message douloureux au niveau du cerveau. Ça, c'est la théorie du gate control et c'est la première théorie, la théorie principale qui nous permet d'expliquer le mécanisme d'action de la stimulation médulaire classique, qui est une stimulation qui crée, à l'endroit où ça fait mal, quand elle est bien positionnée, une sensation qui correspond un peu à des fourmis, des paresthésies on appelle ça, mais qui sont bienveillantes, qui sont perçues de façon tout à fait positive par le patient, et cette sensation va remplacer littéralement le message douloureux, ou essayer de se substituer à lui dans une certaine mesure. Donc c'est un peu comme quand on prend toujours cet exemple, mais il est bien, le coup de marteau sur le pouce quand on est en train de bricoler. On va se frotter. Exactement. Alors aujourd'hui, il faut savoir que c'est plus le seul mécanisme d'action qui nous permet d'expliquer les choses. On va pas rentrer trop dans le détail, mais la stimulation médulaire ne stimule pas que la moelle à un étage transversal, c'est-à-dire à un niveau donné, là où il y aurait la théorie du portillon. La moelle épinière, la stimulation médulaire, elle va stimuler les voies qui vont aller jusqu'au cerveau et également qui vont influencer les centres du cerveau dans leur rétrocontrôle descendant, c'est-à-dire dans leur capacité à inhiber, venant d'en haut vers le bas, venant du cerveau vers la moelle, la gestion, l'intégration et la perception et la modulation de la douleur. Donc on va stimuler l'attention à la douleur, on va stimuler la représentation cartographique au cœur du cerveau qu'on a de la douleur. On va stimuler des noyaux qui vont diminuer les réactions collatérales qu'on peut avoir à la douleur, comme une jambe qui devient gonflée, qui devient inflammée, qui devient froide, qui devient effectivement intouchable. C'est des mécanismes supraspinaux, c'est-à-dire
c'est-à-dire au-delà de la moelle épinière, au niveau du cerveau, le grand intégrateur. C'est des mécanismes qui se passent à ce niveau-là qui vont permettre de diminuer ce type de sensation. C'est pour ça que quand on fait les études en imagerie fonctionnelle, il y a des choses qui s'allument finalement quand on stimule la moelle épinière. C'est un pan de recherche actuel, c'est-à-dire qu'on regarde même actuellement avec des gens qui ont leur stimulateur allumé ou éteint, ce qui se passe au niveau de leur cerveau. Et c'est comme ça que progressivement, on explore et qu'on découvre un petit peu mieux la réalité des réseaux neuronaux qui sont modulés par cette stimulation médulaire. Alors, on la voit, l'accélération technologique, elle est assez fulgurante, hein, on le voit avec nos smartphones. On voit que la stimulation médulaire en bénéficie. Depuis quand cette technologie arrive vraiment à maturité là, depuis combien de temps en fait tu l'utilises? En fait, Marc, je pense qu'il y a vraiment eu 3 périodes dans la stimulation médulaire. La première, c'est celle qui a duré pendant 30-40 ans et qui finalement a consisté à faire de la stimulation médulaire dite classique avec cette théorie du gate control dans des indications bien limitées. Et en 2012-2013, il y a eu une explosion technologique, ça fait à peu près 10 ans, qui a fait qu'on a changé, on va le dire, 100% de notre pratique. On était convaincus qu'il fallait implanter des électrodes assez invasives chirurgicales avant. Aujourd'hui, moi, j'implante quasiment plus que des électrodes dites percutanées, on pourrait y revenir, mais des électrodes beaucoup moins invasives qui ressemblent à un simple cathéter comme chez la femme enceinte qui va délivrer une chimie pour lui anesthésier les jambes et faire en sorte qu'elle n'ait pas mal quand elle accouche. Bon, là, c'est des cathéters sur lesquels il y a des contacts électroniques, donc c'est pas la chimie, c'est l'électricité, l'électronique qu'on utilise. Mais on sent bien, il y a une dizaine d'années, qu'il y a eu une révolution dans la façon de traiter le signal, de l'administrer, de mieux choisir les régions qu'on stimulait, de les stimuler avec des paradigmes, on appelle ça différents, c'est-à-dire être capable de générer des stimulations même sans que le patient ne les perçoive, mais qui ont leur action et leur effet bénéfique, indépendamment justement de cette théorie qui disait qu'on avait besoin de ces fourmis, ces paresthésies avec le gate control pour sentir une stimulation qui marche. Aujourd'hui, on a des stimulations qui sont actives et qu'on ne ressent plus. On a des stimulations qui s'adaptent au changement de position du corps et sans même qu'on ait besoin de manipuler sa télécommande comme sa télécommande de télé pour monter ou descendre le volume en fonction de l'endroit où on est dans la pièce. Donc le but, si je comprends bien, c'est d'oublier la stimulation comme on oublie la douleur, finalement. Alors là, tu as tout à fait raison, tu défriches la 3e période. Je disais qu'il y a eu 3 grandes périodes. Donc la 2e, c'était l'accélération technologique du traitement du signal pour avoir une efficacité, on va dire, encore plus intéressante, mais avec moins de contraintes physiques. La 3e, c'est l'intégration de la stimulation dans notre vie quotidienne, au sens où un truc qui marche bien, c'est un truc qu'on oublie quand on est douloureux chronique. C'est ce que disent en tout cas nos patients. Alors aujourd'hui, bon, ça c'est une grande question, à qui s'adresse cette technologie, à quel type de douleur, à quel type de patient? La stimulation médulaire, 85% des gens qui sont implantés de ce dispositif, c'est des gens qui présentent des douleurs post-opératoires, qui ont persisté ou qui se sont décompensés malheureusement après des opérations de la colonne vertébrale. Donc aujourd'hui, on va dire que c'est plus de 3/4 de nos indications, 85%, les chiffres exacts. Il faut pas oublier qu'il y a une grande proportion de gens qui se seraient fait opérer d'autres choses que du dos et qui pourraient aussi, dans la théorie et dans la pratique, mais dans certains centres seulement aujourd'hui, trop peu seulement, bénéficier d'une stimulation médulaire pour d'autres problématiques que les douleurs post-opératoires du dos et des jambes. Et quand on parle des douleurs post-opératoires du dos et des jambes, est-ce qu'on peut nous décrire un petit peu ce type de douleurs qui sont des indications pour la stimulation médulaire? Ouais, c'est des douleurs effectivement, soit que le patient présentait avant de se faire opérer de la colonne pour un problème par exemple de hernie discale ou de canal rétréci, que ce soit au niveau du bas du dos ou que ce soit au niveau du cou aussi, et qui présentait donc des sciatiques qui effectivement justifiaient d'intervention chirurgicale ou de maux de dos, de lombalgie au sens large du terme, réfractaire à tout, qui justifiaient d'une opération. Et parmi ces gens-là, certains ne sont pas soulagés par l'opération, malgré l'opération. D'autres vont développer des douleurs qui vont prendre une connotation dite neuropathique, c'est-à-dire qu'au début le problème il était mécanique, un morceau de disque venait écrabouiller entre guillemets une racine nerveuse, ça engendrait une sciatique qui était très mécanique, elle augmentait quand on augmentait les efforts, elle augmentait quand on soulevait des packs déviants, elle augmentait quand on soulevait des packs d'eau, elle augmentait quand on faisait trop d'efforts ou quand on se mettait dans certaines positions, mais progressivement malheureusement
quand la sciatique mécanique vieillit, quand le patient subit plusieurs opérations pour des raisons plus ou moins compliquées, il peut développer des douleurs dites chroniques et des douleurs neuropathiques, c'est-à-dire les douleurs deviennent indépendantes du stimulus initial qui a déclenché la douleur. Elles ne sont plus seulement mécaniques, mais elles deviennent mécaniques et neuropathiques, et même prédominantes de manière neuropathique. C'est-à-dire que là, le patient ressent, pour être très clair, des fourmis, des brûlures, des coups d'électricité, des tiraillements, une sensation d'étau, d'oppression, jour, nuit, indépendamment des efforts, et c'est ça qui prend de plus en plus de place dans sa vie pour l'envahir complètement, envahir non seulement son corps par la souffrance physique, mais son psychisme par la souffrance psychique qui en résulte, et tout le retentissement sur sa vie quotidienne, à la fois psychique et sociale. Donc il y a des médicaments, on va commencer par les antiépileptiques, les antidépresseurs. Il faut aussi des délais avant d'accéder à cette thérapie, j'imagine. Alors tu as raison, Marc. C'est très important de bien faire comprendre à notre auditoire que le but n'est pas d'aller stimuler la terre entière, de mettre des électrodes sophistiquées qui ont un certain coût pour la sécurité sociale à tout patient qui va présenter des douleurs chroniques et post-opératoires éventuellement. Il faut passer certains filtres, il faut démarrer par le plus simple, le moins invasif, et très clairement, il faut laisser toute la place au traitement médical, au sens large du terme, de prise en charge de la douleur, pour que si on ait une chance d'aller mieux sans avoir d'intervention tout de même invasive ou de dispositif électronique dans son corps, on puisse s'en sortir. Ensuite, par contre, il y a un deuxième tournant qu'il ne faut pas rater. C'est celui des douleurs qui restent mal contrôlées malgré l'optimisation du traitement antalgique. Et là, très clairement, si malheureusement à ce moment-là, sous le prétexte d'une invasivité mal perçue ou mal jaugée par la communauté ou même les médecins qui s'occupent des patients à ce moment-là, si on dit qu'il faut tourner en rond à ce moment-là pour avancer, le patient n'en sort pas gagnant. Et c'est le moment où il faut très clairement se poser la question d'une stimulation médulaire, c'est quand les douleurs sont chroniques, neuropathiques, éventuellement post-opératoires, qu'elles deviennent réfractaires au traitement médical. Là, il faut se poser la question de la stimulation médulaire. Et là, la façon de se la poser, c'est d'adresser le patient à une réunion de concertation pluridisciplinaire où il y a plusieurs professionnels de santé autour du patient, des médecins, mais aussi des psychologues, des infirmières, des gens spécialisés dans la prise en charge de la douleur, pour essayer d'évaluer en 3 dimensions ou en multidimensions, j'oserais dire, cette sensation qui a envahi la vie du patient et savoir si le compromis entre des risques éventuels, certes, et des bénéfices, certes aussi, liés à une stimulation, par exemple, implantée, peuvent être de mise et peuvent se discuter comme projet thérapeutique pour ce patient. On appelle ça l'activation d'un parcours neuromodulation. Et ça se fait à travers une concertation pluridisciplinaire spécialisée qui est disponible dans la plupart des structures douleurs chroniques. Alors, les indications, là on a parlé donc des douleurs sciatiques, des douleurs lombaires. Est-ce qu'il y a d'autres indications aujourd'hui pour la neuromodulation ? C'est assez important de revenir là-dessus, Marc, parce que tout à l'heure, effectivement, on a creusé le sujet des douleurs post-opératoires, en particulier après des chirurgies de la colonne. Je reviens sur le fait qu'il y a, à mon sens, une vraie place pour les indications de stimulation médulaire après d'autres types de chirurgies. Je parle des douleurs post-opératoires après des chirurgies de genoux. Je parle des douleurs post-opératoires après des chirurgies de hanches. Je parle des gens qui gardent des douleurs de coude ou d'épaule après des chirurgies orthopédiques. Je parle de tous ces gens qui gardent des douleurs à la poitrine ou au niveau des côtes ou du dos, mais à cause d'une intervention ou en lien avec une intervention de chirurgie cardiaque. Je parle aussi des gens qui peuvent avoir des douleurs du périnée ou du petit bassin ou bien du pli de l'aine après des cures de hernie inguinale. On n'est plus dans la hernie discale, on est dans la chirurgie viscérale et dans la chirurgie de réparation des parois de l'abdomen, et on sous-estime totalement le nombre de patients qui présentent des douleurs post-opératoires dans ces chirurgies-là. Les grosses études montrent que c'est entre 30 et 50% les douleurs post-opératoires persistantes après, en gros, tout type de chirurgie, qu'on aille de la gynécologie à la chirurgie du rachis. Et parmi ces douleurs post-opératoires, 30 à 50% des gens opérés, je répète, eh bien, il y en a quand même 10% de ces 30 à 50% qui vont développer ou garder des douleurs chroniques résistant à tout. Donc c'est ces gens-là qui seraient potentiellement candidats demain, et des gens avec une bonne indication théorique au moins, en tout cas, à une stimulation médulaire test
La beauté de cette technique, si j'ose dire, c'est qu'elle est réversible et que un test ne préfigure pas du fait qu'on est implanté définitivement si le patient n'en est pas content. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans cette technique, c'est sa réversibilité. Alors j'essaie d'être le plus concis possible, mais dans les autres indications, je balaye rapidement, mais on aurait aussi les gens qui souffrent de douleurs neuropathiques, ces mêmes douleurs qu'on a décrites tout à l'heure, mais en lien avec un diabète par exemple, les douleurs de diabétiques chroniques, des neuropathies diabétiques, les douleurs des gens vasculaires qui ont des artérites, des vaisseaux bouchés dans les jambes et qui peuvent développer des douleurs qui sont liées à l'ischémie, le fait que les jambes sont moins bien perfusées. Il a été montré que la stimulation médulaire peut améliorer la perfusion et donc diminuer les douleurs chez ces gens-là. Et puis pour être tout à fait exhaustif, les douleurs après algodystrophie, c'est quand même quelque chose d'important. On appelle ça le syndrome douloureux régional complexe aujourd'hui, plus l'algodystrophie, mais c'est un problème important chez les sportifs, chez les gens qui ont des fractures, chez les gens qui peuvent développer des douleurs après un traumatisme parfois mineur, qui vont faire que leur bras ou leur jambe va gonfler, va devenir chaud, inflammatoire, puis froid, livide, à ne plus pouvoir s'en servir, parfois avec des rétractions importantes. Bon, on passe donc en revue tout le champ de toutes ces douleurs chroniques importantes. Et je suis extrêmement bref, mais je finis là-dessus. La stimulation médulaire, demain, stimulera d'autres choses que la douleur chronique, d'autres cibles. Et c'est important de l'avoir en tête quand même, parce qu'il y a des progrès aussi très importants. On en a parlé récemment, là, dans ce patient parkinsonien qui a amélioré sa marche. Là. Exactement, Marc. Il va y avoir des maladies neurologiques et peut-être même des restaurations possibles de certaines fonctions grâce à la stimulation de la moelle, dès lors qu'elle ne s'adressera plus seulement au centre qui vise à intégrer et contrôler les douleurs, mais à d'autres centres qu'on retrouve aussi au niveau de la moelle, comme la motricité, comme la coordination des mouvements, et qui peuvent être défaillants. Quand on a eu un accident de voiture et qu'on a eu la moelle déafferentée, coupée à cause d'une fracture de la colonne vertébrale, ou alors chez quelqu'un qui a une maladie neurologique dégénérative et qui va, avec une maladie de Parkinson ou une chorée de Huntington ou d'autres maladies dégénératives, développer des déficiences et des handicaps moteurs et sensoriels qui pourraient peut-être un jour, au prix de grands efforts de recherche, on n'y est pas encore, mais en pratique quotidienne et en routine, entre guillemets, dans les centres de neurochirurgie ou d'implantation, bénéficier de ce type de technique. Alors là, on a parlé des indications, on le voit, des indications qui sont de plus en plus larges, mais les contre-indications, dans quel cas finalement est-ce qu'il y a des patients à qui on ne peut pas proposer cette technique? Est-ce qu'il y a des patients que tu récuses? Alors, il y a plusieurs types de contre-indications, Marc. Il y a des contre-indications qui sont liées à l'état physique du patient. Par exemple, quelqu'un qui a une maladie, un trouble de la coagulation très sévère et qui peut faire des hématomes très facilement, qui est sous traitement spécifique. C'est quelqu'un avec lequel on n'est pas dans la contre-indication absolue la plupart du temps selon les recommandations, mais qui nécessite une extrême prudence et de bien peser la balance bénéfice-risque dans ce cadre-là. C'est la même chose pour les gens qui ont été opérés à l'endroit où on voudrait mettre l'électrode et on est dans une zone de cicatrisation post-opératoire, une zone dangereuse dans laquelle il faut faire extrêmement attention si on y retourne, ou parfois même devoir y renoncer et pas pouvoir l'implanter. Des gens qui ont des infections très facilement et à de multiples reprises, qui ont conduit à des conséquences très graves, c'est pas de la contre-indication absolue, mais il faut faire très attention avant de leur proposer la stimulation médulaire. Après, on a des contre-indications qui sont d'un autre ordre et qui sont pour moi les vraies contre-indications, ou plutôt les non-indications. C'est des patients qui présentent une vulnérabilité psychosociale tellement importante que malheureusement, avec ou sans boost électronique dans leur vie, ou bien c'est pas le bon moment, ou bien c'est pas le bon patient, mais on prendrait des risques à les implanter, alors que ces patients ne pourraient pas prendre la mesure et les avantages de ce qui leur serait proposé auprès d'une invasivité importante. C'est des patients qui malheureusement sont par exemple tellement dévastés psychologiquement qu'ils n'ont plus de cadre de vie qui leur permet de se reconstruire. C'est des patients qui sont tellement en colère, qui sont en cours de procès par exemple pour de multiples raisons avec la clinique qui les a opérés ou le chirurgien qui les a opérés ou en procès pour un problème de partage et d'héritage dans leur famille qui prend tellement le dessus et sur laquelle la douleur pourrait tellement être un facteur confondant si j'ose dire que le fait de modifier ou de tenter de modifier cet état douloureux avec ce boost électronique en l'occurrence, en les implantant, ça pourrait presque représenter un danger
s'ils ne sont pas dans la bonne période, dans la bonne phase pour qu'ils puissent se les approprier. Donc, encore une fois, ce sont des contre-indications qui peuvent être relatives. On parle de drapeau vert, drapeau orange et drapeau rouge. Des patients qui présentent des drapeaux orange, alors des drapeaux rouges parfois. Mais pour moi, elles sont relatives dans le sens où c'est juste qu'il faut, et c'est tout l'intérêt des concertations pluridisciplinaires, prendre les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire redonner un cadre de vie structuré au patient, l'accompagner sur le plan psychologique, traiter par exemple un syndrome de stress post-traumatique quand il a vécu des choses très graves qui l'ont dévasté dans l'enfance et dont il n'arrive pas à se remettre, et pour lesquelles le boost électronique isolé comme la stimulation médulaire ne pourrait pas en soi être la solution unique pour ces problèmes-là. Il faut parfois prendre les choses dans le bon sens, restaurer ce capital et ces ressources psychosociales pour qu'ensuite le patient soit dans de meilleures dispositions pour accéder éventuellement, dans un second temps, à un parcours neuromodulation. On doit peut-être rappeler aussi qu'ils ne doivent pas avoir des attentes non plus trop démesurées parce que ça peut effacer toute la douleur, mais déjà pas toute la douleur. Et puis après, il y a des aspects moteurs, sensitifs. Tu soulèves la question peut-être la plus cruciale de notre démarche de sélection du patient. À efficacité identique, une stimulation qui va enlever 30% des douleurs, c'est-à-dire un tiers des douleurs. Pour certains patients, ça va être quelque chose d'énorme qui va leur permettre de rebondir. Et ça va être vécu comme une des plus belles choses qui puissent leur arriver. Pour d'autres, et ils n'en ont pas forcément conscience au moment où ils sont évalués, pas forcément conscience pour eux-mêmes, pour eux, 30% de douleur en moins, c'est en fait, et ils n'osent pas le dire ou ils ne le réalisent pas, c'est 70% de douleur qui reste et c'est totalement insupportable à imaginer. Donc la capacité du patient à pouvoir recomposer sa vie et la suite de son histoire et à pouvoir écrire une nouvelle page du livre de sa vie en toute conscience de ses attentes plus ou moins avouées, plus ou moins secrètes, elle est fondamentale. Et si on n'arrive pas à écouter ou parfois à débusquer, ou parfois à travailler ses attentes par un coaching et éducation spécialisée sur qu'est-ce qu'on peut attendre d'une prise en charge de la douleur avec ou sans neurostimulation, on a une technique qui marche peut-être dans une certaine mesure, mais on a un patient à la fin qui ne sera pas satisfait. Donc c'est un échec. Donc on n'est pas dans les contre-indications, mais on est dans les explications d'échec et dans les façons d'optimiser le parcours neuromodulation d'un patient pour qu'il puisse bénéficier au maximum de ce que la technologie pourra lui offrir pour reconstruire sa vie. Alors, concernant les résultats, qu'est-ce qu'on peut annoncer à ces patients qui ont des douleurs de sciatique, qui ont des douleurs de diabète, qui ont des douleurs d'algodystrophie, que ce soit les résultats à court, à moyen terme, qu'est-ce que globalement la littérature nous dit sur la stimulation médulaire ? C'est une question très intéressante, Marc. Pour essayer de faire simple, je ne sais pas comment tu te comportes avec tes patients, mais moi j'ai tendance à être assez précautionneux et alors pas du tout négatif, pas pessimiste, mais je préfère annoncer 25% de douleur en moins comme base par exemple, pour que le patient puisse s'imaginer avec 3/4 de douleur restante et 1/4 de douleur en moins ce que ça donne, plutôt que de dire au patient que ça va être un coup de baguette magique et qu'on va faire un truc super pour lui. Parce que on a fait ce métier-là, toi et moi, je pense, avec un degré d'empathie important et dans l'idée d'aider les autres. Et parfois, on peut se laisser aussi emporter par notre volonté de changer les choses et notre mission de faire le bien. Mais il faut rester prudent parce qu'une fois encore, si les attentes sont disproportionnées, l'échec est là. Et il est cuisant, encore plus pour le patient que pour nous, bien entendu. Donc, je crois qu'il faut être prudent. Il faut dire que c'est pas quelque chose qui va guérir la douleur. C'est quelque chose qui peut améliorer la qualité de vie, en diminuant peut-être une partie des douleurs. Significative ou pas, je laisse moi le champ au patient d'apprécier finalement dans quelle proportion ça pourra l'aider. C'est tout l'intérêt encore une fois de cette période test qui est imposée par la Haute Autorité de Santé de 7 à 10 jours entre le moment où on met l'électrode et le moment où on mettra le système définitif. C'est cette période qui va permettre au patient de comprendre à quel point cette stimulation peut l'aider ou pas. Au sujet de cette période test, à peu près quel pourcentage de patients à qui on met l'électrode et finalement qui vont avoir le boîtier à la louche, là on estime à combien aujourd'hui, dans ton équipe à Poitiers Ça dépend beaucoup de la philosophie, comme on le disait, ça dépend beaucoup de l'expérience aussi, de l'expertise du centre. C'est sûr que si la sélection des patients est très bonne, le taux de conversion des patients entre l'électrode implantée et le système définitif sera très fort. Il est de plus de 85%, 90% dans les centres qui ont de l'expérience. C'est relativement bon parce que ça veut dire que 8 à 9 patients sur 10 qui vont essayer cette neuromodulation vont adopter cette neuromodulation
avec la conviction au moins, et le résultat après on l'espère, que ça change de façon significative la suite de leur vie. 85% des patients sont satisfaits au l'issue de cette période de test. Sur 1 an, 2 ans, sur le long terme, on a idée à peu près de quel pourcentage de patients sont satisfaits? Alors Marc, les résultats sont quand même globalement relativement satisfaisants quand le patient est bien sélectionné. Et il y a des études avec des suivis de cohorte de plus de 20 ans par nos mentors, en l'occurrence Krishna Kumar de l'université de Saskatchewan au Canada, qui ont montré qu'après plus de 20 ans de recul, quand le dispositif électronique marche toujours, et c'est le cas pour très bon nombre de patients, on a une efficacité qui se maintient dans le temps. Voilà. D'accord. Alors maintenant, on entend de plus en plus parler, effectivement, grâce à ces nouveaux modes de stimulation, qu'on peut soulager d'autres types de douleurs, notamment les lombalgies. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est immense. Là, ça concerne beaucoup de patients, mais il faut peut-être un peu recentrer les attentes dans le domaine. Alors, la lombalgie, c'est le mal de dos le plus commun, c'est la douleur la plus commune qui existe, et c'est en même temps la plus complexe à comprendre. Quand on a un patient qui va arriver chez un généraliste en disant un vendredi soir j'en ai plein le dos, ça peut être quelque chose de facile ou de très difficile à étiqueter. Donc tu vas me trouver un peu prudent, mais je pense que dans la façon dont on doit décortiquer les lombalgies, premièrement, il y a vraiment un focus très très important à faire sur c'est quoi la cause de la douleur, comment on peut la comprendre, est-ce que c'est le disque qui fait mal, est-ce que c'est le muscle, comment on peut l'analyser, comment on peut en optimiser le traitement après avoir fait le bon diagnostic. Et ça, c'est un sujet qui reste assez épineux, sur lequel il faut être prudent, et c'est la raison pour laquelle, je peux le dire sans aucun complexe, en étant avant tout un chirurgien du rachis et ayant été formé avant tout à la chirurgie du rachis, c'est facile de mettre des vis dans le corps de quelqu'un parce qu'il a mal au dos. Ce sera très compliqué d'avoir un bon résultat à long terme si on fait ça. Et il faut absolument, avant d'être trop invasif, c'était ça le message que je voulais te donner, avant même de parler neuromodulation, si on parle de lombalgie, il faut absolument, avant d'être trop invasif, bien mesurer, bien diagnostiquer, bien mesurer l'impact fonctionnel de la lombalgie dans le quotidien du patient, avoir tout essayé de non-invasif et être sûr qu'on n'a aucune arrière-pensée avant d'aller chercher une cible à traiter de manière plus invasive. Et c'est le pont avec la neuromodulation, parce que la neuromodulation, elle est malheureusement très nettement sous-pénétrée dans le monde entier, peu de patients y ont accès, peu de centres la pratiquent, elle est mal connue, même les médecins généralistes ne savent pas trop de quoi on parle. Mais si aujourd'hui, dans n'importe quelle pharmacie, on peut aller acheter une stimulation électrique transcutanée, une TENS, ces petits dispositifs de patch qui se branchent avec un petit courant électrique, il y en a même à Decathlon, pour remplacer une lombalgie dans une certaine mesure quand effectivement on souffre énormément du dos, eh bien il faut bien comprendre que cette neuromodulation proposée dans n'importe quel magasin de sport, externe, avec plein de contraintes qu'on peut porter que quelques heures par jour au maximum, avec laquelle on ne pourra pas aller dans sa douche, eh bien cette neuromodulation externe, si elle marche bien, elle peut être remplacée par une neuromodulation interne qui va remplir les mêmes objectifs avec beaucoup moins de contraintes en permettant aux patients d'être stimulés 24 heures sur 24 quand une fois encore on l'a bien sélectionné. Donc la neuromodulation dans la lombalgie en tant qu'option un peu plus invasive que tout ce qu'on aura essayé avant, quand ça n'a pas marché, moi je voudrais dire pourquoi pas. Pourquoi pas. Là on parle de stimulation sous-cutanée. Alors, tu as raison, il faut faire très attention aux termes qu'on emploie. La stimulation dans la lombalgie, elle peut être délivrée par des électrodes de stimulation médulaire. C'est là que l'auditeur, il ne faut pas qu'on l'égare. Elle peut être délivrée par des électrodes de stimulation médulaire implantées, comme on le disait tout à l'heure, au niveau de la colonne vertébrale, pour dialoguer avec la moelle épinière assez directement. Ou on peut utiliser ces électrodes de stimulation médulaire, mais les enfouir sous la peau pour faire ce qu'on appelle une stimulation sous-cutanée, ou une stimulation nerveuse périphérique, où là on va stimuler des rameaux nerveux plus périphériques qui vont ensuite centraliser les influx et le courant électrique que la stimulation sous-cutanée va leur envoyer pour aller ensuite dans de la fibre à haut débit, si j'ose dire, un peu comme si on parlait de téléphonie, et aller dialoguer
avec le cerveau, c'est la finalité, le grand intégrateur de la douleur, mais en passant des canalisations et des ramifications un peu plus en amont que le gros canal, effectivement, qu'est la moelle épinière pour aller directement communiquer avec le cerveau. En tout cas, la résultante est la même, c'est que le but est d'utiliser encore une fois les champs électriques pour aller dialoguer avec le système nerveux, par la périphérie ou par le système nerveux central, les voies haut débit, et que finalement on puisse moduler la sensation douloureuse que le cerveau analyse et la diminuer grâce à ces techniques de neuromodulation dont l'invasivité doit être quand même réinterprétée à la lumière de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, stimulation médulaire, avantage, je suis en face des fibres à gros débit, j'ai une action assez directe sur le système nerveux central et je suis très stable en regard des grosses fibres. Inconvénient, je suis quand même assez invasif et on reparle de refaire une chirurgie, même si c'est un peu plus haut, dans le dos de patients qui, pour la plupart, ont déjà mal au dos. Stimulation nerveuse périphérique, stimulation sous-cutanée, je suis un peu plus en amont, donc c'est un peu plus compliqué de faire remonter mon message nerveux à bon port, un peu comme si on était dans des canaux à Amsterdam et qu'on ait une petite barque ou à Venise et qu'il faille remonter plusieurs ramifications pour aller sur le grand canal. Mais au final, avantage principal, et c'est là où il faudrait qu'on aide les médecins avant tout, puis la communauté à mieux saisir ce qu'on appelle invasivité quand on parle d'invasivité. Mettre une électrode de stimulation sous-cutanée, c'est en un quart d'heure positionner des électrodes sous la peau du dos qui, au pire, si j'ose dire, expose le patient à un risque d'infection et donc à un retrait du matériel. Mais on n'a plus tous les risques qu'on peut avoir dans la chirurgie du rachis. Donc en gros, inconvénient peut-être ou mitigation peut-être, c'est que je suis un peu plus en amont et je vais stimuler mon système nerveux périphérique. Avantage principal de ces techniques, l'invasivité devient tout à fait mesurée, tout à fait modérée. On est en train de mettre des électrodes, c'est-à-dire des petits cathéters, sous la peau du dos pour voir si ça marche ou pas. Alors après, peut-être parce qu'on n'a pas encore abordé les complications et les risques, souvent les patients sont un peu prudents à l'idée, même parfois voire effrayés à l'idée de mettre quelque chose sur la moelle épinière. Alors, est-ce que, concernant ce risque, est-ce que c'est un risque et est-ce que c'est une crainte qui est vraiment fondée, là, celle de dire, est-ce qu'il n'y a pas le risque d'être paralysé et des complications en général? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Marc, tu le sais bien, la chirurgie de la moelle épinière ou la chirurgie du cœur, ça a un côté mystique très très puissant qui nécessite une grande prudence, parce que c'est vrai que quand on s'adresse à un organe noble, les complications ont des conséquences beaucoup plus importantes qu'effectivement si on est en train d'opérer une partie du corps qui est beaucoup moins fonctionnelle et beaucoup moins importante en termes de fonctionnalité ou même de vitale, quand on parle du cœur en tout cas. Mais par contre, il faut bien comprendre qu'entre de bonnes mains, la stimulation médulaire est une technique qui est extrêmement fiable et dont le taux de complication est extrêmement faible. C'est vraiment important de le comprendre. C'est-à-dire que non seulement les complications, quand elles sont graves, potentiellement graves, sont extrêmement rares, donc même si on les mystifie et on les met au premier plan, parce que effectivement l'idée de se retrouver paraplégique après une chirurgie du dos, c'est quelque chose qui déclenche une émotion extrêmement puissante chez tout un chacun. Maintenant, se faire opérer d'une appendicite quand ça se passe pas bien, ça expose à des conséquences chroniques pour le patient qui sont extrêmement importantes aussi. C'est la première chose qui nous invite à modérer un petit peu à affiner un petit peu, si j'oserais dire, notre perception des complications. Le plus important, c'est que dans de bonnes mains, cette technique expose à des complications très rares et qu'il y a une évolution des pratiques et de la technologie qui fait qu'aujourd'hui, l'invasivité de la technique a extrêmement changé entre ce qu'on pratiquait en 2005 par exemple et ce qu'on pratique en 2024. Aujourd'hui, une stimulation médulaire pour 80% des implanteurs va s'effectuer par ce qu'on appelle une approche percutanée. C'est-à-dire que on met en place un cathéter à travers le chat d'une aiguille, qui est une aiguille, qui est comme une aiguille de ponction lombaire, comme une aiguille qui sert à faire une anesthésie péridurale chez une femme enceinte. Est-ce que demain, quand vous amenez votre femme faire accoucher et qu'on vous propose une péridurale, vous voyez la péridurale comme une technique qui est très invasive? Aujourd'hui, on ne parle pas d'invasivité quand on parle d'une péridurale. On parle des bienfaits, des bénéfices qu'elles amènent pour qu'on ait des accouchements plus décents pour nos épouses. Donc, j'aimerais que demain, on arrive quand même à relativiser notre perception de l'invasivité de la stimulation et que si on parle de stimulation médulaire
en particulier avec une approche percutanée, on réalise qu'on n'est ni plus ni moins en train de parler, pour un bénéfice potentiellement important chez des patients qui sont en bout de course de tout, on est en train de parler de l'invasivité d'un cathéter péridural chez une femme enceinte. Oui, concrètement, je pense qu'on peut dire que le risque neurologique, parce que c'est ce que redoutent les patients, il est inférieur à 0,1%, quoi, si même il est extrêmement rare. Il est extrêmement rare. Alors, par contre, on peut parler en revanche des complications infectieuses qui sont un peu plus fréquentes parce que c'est un corps étranger finalement. Tu as raison. En fait, s'il y a 3 choses importantes à retenir sur les complications, c'est les 3 choses suivantes. La première, c'est que les complications dites graves, entre guillemets, ne cachons rien. On est là pour discuter cash. Il n'y a aucun problème. Les risques de faire une brèche dans les enveloppes du système nerveux, les méninges, et d'avoir du liquide céphalorachidien au milieu de notre champ opératoire. Les risques de créer des dégâts neurologiques parce que l'électrode va venir appuyer sur la moelle épinière et de créer une compression médulaire. Le risque d'avoir un hématome qui va venir lui-même appuyer sur la moelle épinière et les risques neurologiques dont tu as parlé. Ces risques-là, de ces 3 choses que je viens d'évoquer, ils sont potentiellement graves. On en a parlé en long, en large, en travers. On vient d'en parler en long, en large, en travers. Mais ils sont extrêmement rares. On est en train de parler sur des suivis de patients, de plus de 40 000 patients suivis dans le gros papier des guidelines américaines, avec des risques qui sont de 1 sur 10 000. C'est le même risque que le risque d'avoir un problème grave quand on se fait endormir pour un Panari. Pour risque neurologique. Donc, risque neurologique, risque d'hématome. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est potentiellement grave, extraordinairement rare. Voilà. Le deuxième message clé, c'est de dire le risque que nous, on trouve le plus important, entre guillemets, il n'est pas par sa gravité, mais il est par sa fréquence, c'est l'infection. Tu venais de le souligner. Pourquoi ? Parce que l'infection, c'est pas très fréquent, c'est 5 à 10%. Ça veut dire, une fois encore, il faut relativiser, qu'on a 90 à 95% de chances de ne pas avoir de problème infectieux quand on se fait opérer. Mais quand malheureusement on a une infection, alors qu'on a eu ce qu'on appelle une lune de miel de la neuromodulation, on a été implanté, on a testé le système, on est super heureux, on recommence à aller au resto, à sortir, à diminuer un peu ses médicaments, on va beaucoup mieux, on a une restauration de la fonction, on n'en a pas encore assez parlé, mais notre objectif au-delà de soigner ou soulager un peu la douleur, c'est de restaurer une fonction, c'est qu'un patient puisse marcher plus, faire plus de trucs dans sa vie, peiner un peu moins, retourner à ses passions. Eh bien, quand on a goûté à ça, la lune de miel de la neuromodulation, et que 2 à 3 mois après, malheureusement, on se retrouve avec un problème d'infection, il faut tout enlever. Il faut la plupart du temps tout enlever. Oui, on peut réimplanter un patient pour anticiper sur certaines questions que certains patients qui nous écoutent pourraient avoir. Mais réimplanter quelqu'un qui s'est déjà fait infecter, c'est réimplanter dans des conditions plus difficiles, voire parfois même impossibles, et il faut savoir reculer si c'est trop dangereux. Et dans un terrain, j'oserais dire, un peu plus miné, c'est-à-dire que quand on a déjà fait une infection, le risque d'en faire une autre, il est quand même plus important. Voilà, donc l'infection, deuxième grand message clé, c'est quand même un truc qui est vachement embêtant pour le patient, pour les équipes, mais pour le patient surtout, parce que passer une lune de miel, ça peut être vraiment une déconvenue très 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 pénible pour pouvoir rebondir secondairement. La dernière chose qu'il faut évoquer en termes de complications, c'est que c'est de l'électronique embarquée, quoi. C'est-à-dire que on peut pas acheter une voiture, acheter une chaudière, acheter un iPhone et puis dire que ça va jamais tomber en panne. Et c'est pareil, même pour une stimulation médulaire qui a été assemblée à la main par des horlogers suisses dans une entreprise qui veille à ce qu'il y ait une fiabilité en mode pacemaker, c'est-à-dire le pacemaker pour le cœur, il ne faut pas qu'il s'arrête à un moment donné pour une raison ou pour une autre. C'est pareil pour la stimulation médulaire. C'est des outils extrêmement fiables, c'est des dispositifs à plusieurs dizaines de milliers d'euros en coût pour la sécurité sociale en France, heureusement pour nous les patients. Mais en tous les cas, c'est de l'électronique embarquée. Ça veut dire que ça peut se déconnecter, ça peut flancher à un moment donné, ça peut se débrancher. Et ça, il faut en être au courant, il faut en être bien conscient. Parce que si on fait corps avec la machine, si on hybride avec l'électronique, son corps, il faut avoir conscience qu'à un moment donné, ne serait-ce que parce que la batterie a une durée de vie qui reste limitée dans le temps, même si c'est plusieurs années, entre 5 et 10 ans à peu près, avec des batteries de plus en plus autonomes. Mais en tous les cas, il faut être prêt à ce qu'un jour, c'est 15 à 20% au bout de 5 ans de patients qui ont besoin d'avoir une petite révision à un endroit donné, comme quand on va chez le garagiste pour reconnecter des câbles ou changer une batterie ou réparer un dysfonctionnement. Voilà, faut en être parfaitement conscient si on veut à un moment donné franchir le pas avec une information dite éclairée. Donc on le voit là, c'est des résultats là qui sont de plus en plus encourageants là, qui
parfois même sont vraiment un peu stupéfiants, hein, on le voit chez certains patients. L'avenir, là, comment tu le vois dans ce domaine-là? Les perspectives. Donc Marc, les perspectives, elles sont incroyables. Je crois qu'on peut faire rêver les gens et pas avec du vent ou du faux espoir quand on voit des paraplégiques qui remarchent aujourd'hui, même si c'est dans des conditions extrêmement bordées et dans des projets de recherche extrêmement ambitieux qui ne peuvent pas être transposés au commun des mortels aujourd'hui. On peut faire rêver les gens avec les perspectives de la stimulation médulaire. Ça, sans exagérer, je crois que c'est tout à fait possible. On a des avancées technologiques incroyables avec, là, ces prochains mois, une nouvelle génération de stimulation qui est en train de sortir et qui va, ce qu'on appelle par l'intermédiaire de close loop, aller détecter certains signaux, récupérer des signaux et adapter la stimulation délivrée pour être au plus proche, au mieux de la physiologie du patient. C'est ce qu'on a déjà observé avec les pompes à insuline dans le diabète qui sont implantées et qui vont s'adapter aux efforts physiques du patient pour réguler son insuline sans même qu'il s'en occupe. Donc on va vers une génération de stimulation médulaire de plus en plus perfectionnée, dans des indications de plus en plus repoussées, pour rendre service à de plus en plus de gens avec des systèmes de plus en plus perfectionnés et où les patients stimulés se rendront de moins en moins compte qu'ils font corps et qu'ils s'hybrident avec la technologie. Ça, c'est le beau côté des choses. À côté de ça, si tu me demandes très clairement quelles sont les perspectives de ces techniques, je ne peux pas m'empêcher de te dire que je suis quand même inquiet. Parce qu'aujourd'hui, ces techniques, alors qu'on a 50 ans de recul, qu'on sait qu'elles changent la vie de certains patients, qu'on sait qu'aujourd'hui, on est tous les deux aujourd'hui au congrès à la Société française d'études et de traitement de la douleur à Saint-Malo, on a des patients qui vont être dans des stands et qui ont monté des startups pour rendre service à d'autres patients, tellement la stimulation médulaire leur a rendu service et leur a changé leur vie. Donc on le voit bien, nous, qu'on a des douloureux chroniques au bout du rouleau, qui vont demain aller tellement mieux, qui vont se réapproprier non seulement une certaine fonction pour refaire du sport ou certaines passions, mais qui vont même déployer une telle énergie qu'ils vont en venir à créer des startups pour rendre service à d'autres patients douloureux chroniques et s'impliquer dans l'associatif. Tellement ce qui se passe est beau, est potentiellement beau et rend service. Mais à côté de ça, il y a un tel décalage dans les lois, la perception aujourd'hui de l'invasivité de la stimulation médulaire, le manque d'accès des patients aux structures douleurs chroniques, l'hyperspécialisation qu'il faut avoir pour mettre en place ces techniques, le délai d'attente des patients qui, dans les études que nous on a faites au labo, est incroyable. Il faut 12,6 années de souffrance douloureuse chronique du dos après une opération pour, en moyenne, 12,6 ans après, accéder à cette concertation pluridisciplinaire dont on parlait pour activer un parcours de neuromodulation. C'est des chiffres qui sont effrayants en marge, en décalage par rapport à ces progrès technologiques et à cette technologie fantastique qui serait à la portée de nos mains. Mais c'est vrai, effectivement, là, aujourd'hui, on considère que, enfin, c'était dans le livre blanc de la douleur, que seulement 3% des patients douloureux peuvent accéder au centre de la douleur. Et finalement, ces techniques-là dont on parle, de stimulation médulaire, on peut y accéder qu'à travers les centres de la douleur. Donc, dès lors qu'il y a un goulot d'étranglement au niveau des centres de la douleur, c'est également un goulot d'étranglement au niveau de ces techniques. Donc, on le voit, c'est un problème beaucoup plus large que celui de la stimulation médulaire. C'est le problème de la prise en charge de la douleur. Mais comme tu le soulignais également, il y a aussi un manque de formation des professionnels de santé, des médecins qui savent, et on en voit qui ne savent même pas que la technique existe. Il faut bien garder à l'esprit que la stimulation médulaire, c'est, je le crois très sincèrement, une technique qui mérite d'être mieux connue, qui est une technique qui peut, quand le patient est bien choisi, donner des résultats très intéressants et que son invasivité doit être vraiment mesurée dans le degré de conscience qu'on peut en avoir. Aujourd'hui, comparé à une péridurale chez une femme enceinte, mais qu'il faut revenir quand même aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'on est quand même sur des dispositifs sophistiqués qui ne doivent être délivrés qu'au prix d'un process de sélection qui doit rester drastique, dans de bonnes mains et avec l'éclairage de plusieurs professionnels de santé autour d'un patient pour cerner les enjeux, les attentes et distiller cette technologie de la meilleure façon qui soit. Un grand merci Philippe là, pour ce tour d'horizon qui intéressera aussi bien les patients qui sont très nombreux effectivement à pouvoir en bénéficier sous couvert d'une bonne sélection, et puis aussi
les médecins traitants là, et nos collègues, nos confrères en général qui connaissent pas toujours la technique. Un grand merci Philippe. Merci beaucoup.